don't always get to choose in this life, win and lose in this life, but I'ma prove in this life, we can move in this life. Simon Boucouras, bienvenue au podcast. Merci. On se sent bien aujourd'hui? Oui, c'est bien, that's it. Cool. C'est pas ton premier podcast, en fait. Non. T'as quand même pas mal d'expérience. Ouais, je pense à peu près 200... Combien? 200 épisodes? 200 épisodes, ouais, à peu près, en tout et pour tout. Parle-moi de ton premier épisode, comment ça s'est passé? Mon premier épisode, c'est comme on disait juste avant, on commence avec des choses un peu plus amateurs, et puis après on s'améliore avec le temps. Mais c'était comment ton setup et tout ça? Un cellulaire. Un cellulaire qui filmait, pas de lumière. Non. Puis je me souviens, quelqu'un m'avait dit c'est important que l'éclairage fait une grosse partie de la job. Puis moi j'étais comme ouais. Mais c'est vrai. Mais oui, c'est vrai. Mais au début tu le sais pas. Non, donc le premier podcast c'était très 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 amateur. Ouais. Okay. Et puis on évolue avec le temps, on apprend beaucoup. J'ai acheté plusieurs formations aussi là, pour les caméras, les lentilles. Tu sais, c'est un monde qui est complexe quand même. La création de contenu et tout. Ouais. Donc, premier podcast un peu très amateur, mais je suis content maintenant du résultat. Oui, 100%. L'important, c'est de se lancer puis d'essayer, puis ensuite, on s'améliore. C'est un peu le... Mais je suis curieux, en tant que... Parce qu'il y a la partie, technique, mais est-ce que tu faisais un épisode avec un invité, par exemple? Ou tu étais vraiment plus tout seul devant la caméra? Oui, non, j'étais avec un invité, c'était avec Hubert à l'époque, avec Lib. Parfait. Puis on en a fait sur Zoom au début, où la qualité était vraiment pas terrible sur Zoom, mais bon, c'est normal avec une vieille webcam. Exact. Puis après, on a évolué avec les studios, etc. Donc, mais c'est comment, justement, d'avoir une discussion long format de 1 heure, disons? Là, moi, j'aime parler, donc ça me dérange pas. J'ai vite fait... J'ai commencé ma première chaîne YouTube en 2006-2007. C'est une chaîne de guitare où je donnais de la formation sur la base de la guitare. À l'époque, j'ai toujours fait des vidéos depuis le temps. Et puis, donc j'ai toujours aimé parler, ça me dérange pas, j'ai jamais été gêné. T'as jamais eu de gêne ou de chercher ses mots, de quel sujet on parle? Non, je suis quand même bon pour improviser là-dessus, donc non, je suis confortable devant une caméra ou avec quelqu'un, même faire des conférences devant du monde, on a fait à l'époque avec Lib la plus grosse école secondaire au Québec. Il y avait vraiment beaucoup d'élèves, là, c'était comme un gros amphi. On avait fait 3 groupes qui venaient, puis j'avais aucun stress. Je me souviens à l'époque, parce que moi, ça me dynamisait de parler, puis tout. Puis Hubert, il était assis sur une chaise, il était brûlé, puis il m'a dit, je sais pas comment tu fais pour garder ce rythme-là. Puis c'est là qu'on voit aussi les différences. Des fois, il y en a qui... Des énergies. Exactement. Ils disent un introverti, il va se ressourcer quand il est tout seul, alors qu'un extraverti va se ressourcer quand il est avec du monde. Toi, tu dirais que tu es un extraverti de base? C'est une bonne question. Je suis un peu entre les deux, mais dans le sens que moi, être avec du monde puis parler, je suis bien. Là, ça me dérange. Je donne des cours aussi de jiu-jitsu. Puis tu as toujours été comme ça? Je veux dire, on a le classique quand on est jeune, on est plus gêné. Ouais, quand j'étais jeune, j'étais beaucoup plus gêné, mais maintenant, non, ça va. C'est bien. Hein? La différence entre l'introverti et l'extraverti, c'est intéressant. L'extraverti, justement, part avec une batterie sociale, disons, le matin qui est de base. Puis plus il rencontre des gens dans sa journée, plus la batterie augmente et se recharge. Puis au contraire, justement, l'introverti va passer avec une batterie pleine, puis au fur et à mesure de sa journée, il va rencontrer des gens, la batterie va descendre. T'sais. Mais j'avais lu ça sur Internet récemment, puis ça fait quand même du sens. Ah, ça fait beaucoup de sens. Ouais. Non, c'est... Puis parle-moi un petit peu de, justement, les podcasts et tout ça, mais avant, comment t'étais quand, je veux dire, t'es venu au Québec? Ouais. Comment ça a été cet apprentissage-là, justement, une nouvelle culture? Très difficile. Très difficile. Je suis arrivé à 18 ans, donc puis moi je vivais dans un petit village dans le nord de la France. Donc tu sais, je venais pas de Paris où est-ce qu'il y a plein de monde, de multiculturel, non, du tout. Tu viens d'un petit village où est-ce qu'il y a plus de vaches que d'habitants. Puis là, tu arrives au Québec, à Montréal. Là, tu arrives dans la grande ville. Moi, j'étais jamais venu ici. La première fois que je suis venu, c'était avec mes parents. J'ai posé mes valises la première fois. Donc, c'est quand même un gros choc parce que la langue, on parle tous français, mais il y a quand même beaucoup de subtilité avec la langue. Donc, c'était quand même compliqué au début de s'adapter. On a tous les nouveaux arrivants à un choc culturel qu'on appelle. Tu vas le faire en 1 mois, 3 mois, 1 an, ça va te dépendre quand. Mais ça reste pas la même culture. Puis souvent, les gens, ils minimisent un petit peu ça, le choc culturel, pour dire c'est bon, là, t'es pas débarqué en Chine où tu connais rien, ou dans un pays du tiers-monde. Oui, mais c'est quand même, tu t'es déraciné. Ce que j'ai trouvé le plus difficile de déménager,
Et encore maintenant, 19 ans après, c'est de ne pas avoir d'identité. Je me considère plus français et je me considère pas québécois. J'aime le Québec, ma vie est ici, ma femme est une Québécoise. Tu dis en ce moment, là? Oui, en ce moment, je suis pas québécois. Les gens, quand ils me rencontrent, un Québécois toi, par exemple, va dire, il y a l'accent français. Pour eux, je suis un Français. Puis pour les Français, je suis québécois. Donc, d'être dans un monde où tu es nulle part, t'es pas à gauche, t'es pas à droite, t'es pas forcément au milieu, t'appartiens à aucune classe, t'as un manque d'identité. Donc, c'est quand même difficile où tu dois te bâtir ta propre identité. Donc, tu sens que tu dirais que tu te sens plus comme un Français, puis non, tu t'identifies pas non plus comme un Québécois. Ben moi, j'aimerais m'identifier comme un Québécois, mais c'est vrai que classique, je regarde pas le hockey, je comprends rien. Moi, la rondelle, je sais pas où elle est. Ça va trop vite, j'ai jamais accroché là-dessus. J'ai peu d'amis québécois, je les compte sur les doigts d'une main. Et par contre, quand je croise un Français qui est arrivé ici, tout de suite, on sympathise beaucoup plus vite parce qu'on a les mêmes racines. On a quand même deux cultures différentes. C'est anglo-saxon pour vous, qui sont beaucoup avec le Canada anglais puis les États-Unis. Nous, plus européens, la culture est différente. C'est ce qu'une fois j'avais dit à ma belle famille qui me disait mais c'est pareil, c'est France-Québec, on parle la même langue. Ouais, mais la culture, la politique est différente, le système d'éducation, la mentalité est différente. Donc, mais en arrivant, je suis curieux, quand tu es arrivé justement à 18 ans, qu'est-ce qui t'a agréablement surpris? Qu'est-ce que tu as vraiment apprécié, disons, culturellement? Là? Culturellement? Je suis curieux. Qu'est-ce que j'ai beaucoup apprécié? L'ouverture des Québécois. Okay. Beaucoup sont vraiment gentils, sont très accueillants. C'est pas un mythe. Les gens sont vraiment, vraiment accueillants. Vraiment. C'est vrai. Je trouve que c'est beaucoup plus facile de réussir ici versus dans la culture française. Partir en affaires, par exemple. Partir en affaires, avoir des liens, aller chercher des connexions, réseauter, c'est beaucoup plus facile de s'en sortir, on va le dire, si je peux dire ça comme ça, que la culture française. Moi, j'ai trouvé ça ici au Québec, les gens sont beaucoup plus avenants que... Je sais pas si ça a un rapport avec la culture américaine qui a déteint un petit peu sur nous, mais je trouve que c'est beaucoup plus facile ici qu'en France. On a comme un mix, je pense qu'on a peut-être un problème avec notre identité, à savoir, québécois, est-ce qu'on est canadien, est-ce qu'on est américain, est-ce qu'on est québécois. Il y a vraiment cette distinction-là, quand mettons un français, ben là, on est français puis on est fiers de l'être. Mais quand on arrive ici, là, c'est un petit peu plus différent. Mais on a comme un mix entre justement la culture européenne, française, puis après la culture américaine, think big. Puis après, il y a même l'anglais aussi. Fait que là, je m'intéresse beaucoup à l'histoire, puis ça a toujours été un intérêt de savoir pourquoi on est devenu un peuple québécois comme on l'est aujourd'hui. Là. Puis, mais fait que c'était intéressant. Faisons un saut maintenant aujourd'hui. On est rendu où? T'es rendu où, en fait, dans ta vie, niveau professionnel? 37 ans. Ouais. Très bien, très content de où est-ce que je suis. Je suis copropriétaire d'une école d'arts martiaux et CrossFit qui s'appelle l'Académie Connexion à Saint-Amable. J'ai aussi une business qui s'appelle Piscine Éclat avec un autre partenaire, Amadou. Très belle histoire d'ailleurs avec Amadou qu'on s'est rencontrés justement par Instagram qui m'a approché. J'ai aussi une business qui s'appelle Héritage où c'est vraiment podcast, formation sur l'investissement, démystifier un peu tout ce qui est la bourse, les finances personnelles, que tout est réservé aux riches, puis qu'en bourse, tu peux tout perdre. Puis un peu la différence que je t'ai dit la fois passée, je partage mes comptes. Donc moi, j'ouvre totalement mes comptes pour leur dire, aujourd'hui, j'ai perdu 15 000, qui est une perte non réalisée, mais voici 15 000 dans mon CELI en moins. Puis hier, j'ai fait 19 000 dans mon CELI. Hier, je l'ai partagé. C'est une belle journée, j'ai fait 19 000, mais j'ai pas rattrapé toutes mes pertes parce que j'ai perdu plus de 30 000. Mais donc, je partage les vraies choses. Je veux pas être teinté. Et puis, je fais aussi de la consultation. En ressources humaines, recrutement pour différentes compagnies. Parfait. Avant d'aborder tes entreprises, on va parler justement, parce que là, c'est d'actualité, justement, les fluctuations du marché. Puis on dirait que c'était en pente ascendante avec les nouveautés de Trump. Mais je veux dire, tu vois une perte de 15 000 dans ton conseiller. Comment tu vois ça? Est-ce que, ouch, c'est comme un coup de poing dans le ventre ou c'est comme another day, là, tu sais? Comment tu vois ça? C'est ça. Hier, j'aurais voulu faire une story là-dessus, puis j'ai oublié parce que j'ai partagé que pendant les 2 dernières journées consécutives, la première journée, j'ai perdu 12 et la deuxième journée, je pense que j'ai perdu 17 ou vice-versa. Juste dans mes comptes 12 plus 17? Oui, exactement. Juste dans mes comptes enregistrés. Mais après, j'ai d'autres comptes enregistrés, j'ai d'autres comptes de compagnie. Donc, mes comptes enregistrés représentent à peu près 270 000, quelque chose comme ça. Donc, j'ai perdu à peu près une trentaine de mille sur 2 jours.
ça me faisait absolument rien. Donc là, j'ai dit, je me suis sorti un 10 000 d'un compte d'entreprise. Puis j'ai réinvesti 1 000 dans chaque RE de mes filles, parce que j'ai 2 petites filles. Puis j'avais 7 500 que j'ai remis dans un de mes REER qui me restait un peu. Il me restait juste ça de place, 7 500. Donc j'ai remis tout de suite dedans pour le fouler. Puis la journée, donc c'était hier, 8 avril, je pense. 9 avril. Le 8, hier, c'était le 9. Le 9, bon. Ben, quand j'ai mis le 7 500, en une journée, on a repris comme un 8%. Donc tu sais, j'ai fait une journée. Hier, c'était 19 107 pour une seule journée. Aussi bien une perte ne me fait absolument rien qu'un gain ne me fait absolument rien. Voilà. J'ai plus d'émotion. Puis c'est tough. Puis hier, on se disait avec ma blonde, justement, que l'humain, il oublie vite. Tu sais, maintenant, si tu as un lave-vaisselle chez toi, tu vas plus dire « Oh my gosh, t'imagines, j'ai un lave-vaisselle » alors qu'avant, t'en avais pas parce que tu étais dans un petit appart ou peu importe. On oublie vite ce qu'on a vécu. Et comme nous, on a acheté une maison il y a 2 ans avec une piscine creusée. On a une belle maison dans une super belle rue. C'est beau, c'est magnifique où est-ce qu'on habite. Là, c'est comme dans toutes les cabanes à sucre. Donc en arrière, c'est des bois. Puis nous, c'est un cul-de-sac. Puis quand tu rentres, ça fait vraiment les arbres. Quand ça neige, là, quand il neige, puis que c'est fou. L'automne, c'est incroyable. Mais on l'oublie. Tu sais, ma blonde, elle me dit hier, j'aimerais savoir le même regard sur la maison que quand on a acheté. Ah, tu vois? Fait que vous le prenez maintenant pour acquis. Bah oui, tout est pour acquis. Ah ouais. Vous avez plus l'effet wow, là. Non. Comme en couple, hein, à un moment donné, quand t'es en couple, t'as plus l'effet c'est ma blonde, ça fait 1 mois. Donc c'est de bâtir là-dessus, c'est de construire là-dessus. Et l'argent, c'est la même chose. Au début, quand t'as pas d'argent puis que t'en fais, c'est pour ça qu'on dit tout le temps c'est le chemin, le voyage qui est plus important que la destination. Parce qu'au début, c'est my God, on va faire notre premier 100 000, on va avoir 100 000 de liquidité, t'imagines? C'est d'atteindre puis ça. Maintenant, c'est comme mais quand tu l'as, t'es comme bon. C'est quoi le prochain What next? What's next? C'est quoi le prochain objectif? Ça s'appelle l'adaptation hédonique que j'ai appris cette année. L'adaptation hédonique, c'est dans le fond que tu vas avoir un rush de dopamine parce que tu as atteint tes objectifs et en fait, ça redescend au même niveau que tu étais avant. Donc, admettons, tu me dis, je sais pas, c'est quoi toi ton rêve? Je sais pas, t'as-tu un rêve en particulier? Ben disons, ça serait, j'aimerais ça avoir un studio dans chacune des provinces canadiennes. C'est bon ça. C'est un très bon rêve. C'est un très bon rêve, mais à un moment donné, quand tu vas l'atteindre, en fait, c'est ce que ton rush de dopamine, ça va être à chaque fois que tu vas avancer, là, tu vas rencontrer un gars qui fait ça, puis là tu ouvres ton premier, les rushs de dopamine sont là, puis après, une fois que tu l'as, c'est comme Mais c'est ça, c'est comme business as usual. Fait dans le fond, comme humain, on n'est jamais satisfait de. Puis c'est la définition de l'adaptation hédonique. Ouais. Bah moi je trouve pas ça correct, non. C'est quelque chose que je lutte beaucoup avec ça, de se plaindre le ventre plein. Puis je sais plus, je pense que c'est Daniel Lévy qui disait ça, qui disait que parce que là on n'a plus le droit de se plaindre vu qu'on est heureux, vu qu'on a une voiture, qu'on a eu un toit, on ne peut pas être puis il disait ne pas avoir le droit de se plaindre parce qu'il y a mieux ailleurs, c'est comme ne pas avoir le droit d'être malheureux parce qu'il y a pire que nous. Donc, c'est normal de se plaindre, l'être humain est fait comme ça, mais je pense qu'il faut avoir le contentement, puis c'est important de le chasser, ce contentement-là en business. J'ai atteint mes 10 premiers clients. C'est pas énorme, j'en ai pas autant que Amazon, mais moi, j'ai réussi à avoir mes 10 premiers clients, j'ai réussi à atteindre... J'ai une maison. Oui, ok, c'est pas une maison à 3,2 millions, mais j'ai une maison pareille, je suis propriétaire de ma maison. Donc, de chasser un peu de... Il y en a beaucoup plus féminins, sans être sexiste, qui font beaucoup de journaling, puis d'écrire de la gratitude, voici ce que j'ai accompli, puis pourquoi je suis content aujourd'hui. Puis je pense que c'est une très bonne méthode. Je pense que ça serait bien. Quand tu fais ta planification de la nouvelle année en décembre, par exemple, mais comme tu peux noter dans l'année ce que tu as accompli, ce que tu as fait, ce que tu as atteint comme objectif. Puis là, ça te dit, OK, j'ai travaillé fort finalement. Tu sais, peut-être que j'ai pas réussi d'atteindre mon objectif financier de vente, mais voici tout ce que j'ai fait, l'impact, les projets que j'ai bâtis, les apprentissages que j'ai eus. C'est comme, OK, finalement, je suis en gratitude en ce moment-là. Ouais, c'est important. De le signifier, de le souligner. Tu sais, quand tu es un peu entrepreneur ou tu sais que tu as une job, que tu t'es multitâche, des fois, tu en fais beaucoup. Puis à la fin de la journée, si tu n'as pas noté ce que tu as fait, tu te dis, j'ai accompli quoi aujourd'hui? J'ai fait quoi? Ouais. Alors que quand tu le notes, puis que tu cliques, j'ai fait ça, tu reprends ta journée, j'ai réglé ça, j'ai avancé là-dessus. Quand même, j'ai une bonne journée, en fait. Ben, 100%. Je pense que c'est ça le pouvoir c'est niaiseux, mais le pouvoir d'une to-do list, c'est de cocher, de dire, OK, j'ai fait ça, puis de se mettre des temps aussi. Je suis curieux, comment tu fais pour être efficace dans tes journées de travail, justement? Est-ce que tu as une to-do list? Est-ce que tu as des logiciels que tu utilises? Qu'est-ce que tu fais pour être performant, pour ça? Alors, il y a beaucoup de choses que je fais. Je me considère, parce que j'ai
travaillé dans beaucoup d'endroits. En tant que consultant, tu vois beaucoup de choses. Ayant des business, tu vois beaucoup de choses. Je me considère comme une personne extrêmement efficace. Ma blonde et moi, on est un power couple là-dessus. Là, on travaille vite et on travaille très bien. Je déteste perdre du temps. Donc moi, dès qu'il y a quelque chose que je peux utiliser et optimiser, je vais le faire. Que ce soit moi, je paye pour ChatGPT depuis plusieurs années maintenant. Je pense que quand il est sorti en 2022, j'étais tout au début où je l'ai utilisé, où tout le monde était comme « My God, c'est dangereux, c'est la Chine et tout ». Puis moi, j'étais comme... Non, c'est trop incroyable. Ah ouais, ok. Toujours. Moi, j'utilise ChatGPT. Ouais. Je paye pour des trucs comme Canva. J'utilise Notion. J'utilise des to-do list. J'ai des to-do list qui sont synchronisés avec tous mes appareils, que ce soit mon Mac ou mon téléphone. Ma blonde, on a une to-do list en commun pour les choses à faire à la maison avec des courts, moyens, long terme, où est-ce qu'on rajoute des trucs, on se met des échéances. Je délègue aussi, je suis quelqu'un qui aime déléguer les choses, donc je vais payer pour ça, mais le temps que ça me rend, ça revient, je dirais au centuple, mais ça me revient bien quand j'ai du temps. Donc, moi, tout ce que je peux faire, j'optimise. Mon calendrier, il est toujours... Tu sais, j'ai des blocs d'heures, je sais ce que je fais, je sais quand est-ce que je travaille. Je travaille. Je suis très occupé, je travaille beaucoup, mais j'aime ça, pour moi, faire ça. Donc... Je veux dire, d'avoir multiples entreprises aussi, multiples projets, podcasts, t'as pas le choix d'être organisé. Je veux dire, sinon, tu as des oublis qui peuvent se passer. Si un professionnel essaie de se développer et n'a pas mis en place ces outils-là, qu'est-ce qui peut arriver? Ça va être selon compliqué. Toi? Pour moi, c'est une perte de temps, une perte d'efficacité, une perte d'énergie, stress peut-être. Un stress, exactement. Tu fais bien de le dire. Tu te sens débordé, tu te sens overwhelmed, puis tu es comme, oh my God. J'ai acheté une formation sur justement la tranchée avec Olivier. Olivier Lambert, la formation, c'est sur l'automation. Donc, c'est utiliser tout ce qui est l'intelligence artificielle. Zapier, je ne sais pas si tu connais Zapier. Moi, je l'utilise à fond. Maintenant, je n'envoie plus rien manuellement. Tout se fait moi-même. Les gens vont sur ma landing page. Admettons, je donne des e-books gratuits sur les 5 pires erreurs que font les investisseurs. J'ai des fichiers finances que les gens peuvent télécharger. Puis au début, je l'envoyais manuellement à chaque personne où je faisais des groupes à la fois. Ah, lui, j'ai-tu envoyé? Ah, il n'a pas reçu. Comment ça se fait? Puis maintenant, tu rentres ton adresse courriel, ça crée un zap, ça envoie directement donc tout ce que je peux utiliser pour optimiser puis automatiser, je le fais. Puis même si je vais passer un petit peu plus de temps au début d'organiser ça, après ça va tout seul. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises, c'est des grosses, puis des entrepreneurs justement qui disent j'ai un processus qui fonctionne qui est peut-être pas optimal, mais je suis bien là-dedans. Ça me prend plus de temps, mais c'est moins compliqué dans leur schéma de pensée. C'est moins compliqué de continuer dans leur manière qui est pas efficace que d'essayer une nouvelle méthode. Mais c'est un peu triste aussi, là, tu sais. C'est très triste. Oui, il faut que tu reviennes à la table à dessin, mais imagine l'investissement que tu fais en temps en ce moment, de prendre une pause, de revoir tes systèmes. Après, tu vas être gagnant, là, c'est sûr. Là. Moi, quand j'en vois... À l'époque, j'étais directeur chez Manpower, qui est une grosse business publique. Je m'occupais de toute la montée régie. Puis quand la directrice est partie de toute la région de Montréal, j'ai repris le bureau de Montréal, qui était un très, très gros bureau. Donc, j'avais la trentaine, j'ai eu une très grosse promotion dans cette entreprise-là. Et avec mes collègues, et j'avais un de mes collègues qui venait de chez Randstad. Donc, Randstad était la plus grosse compagnie en recrutement au monde. Puis je l'ai embauché, puis il est venu me rejoindre chez Manpower. Donc on s'occupait de la rive sud avec d'autres mondes. Puis après on est parti, je l'ai pris avec moi, puis on est parti gérer Montréal. Puis quand ils nous voyaient travailler, les filles, c'était que des filles à Montréal, ils nous voyaient travailler, Alexandre et moi, c'était comme, vous êtes donc bien efficaces. Puis j'étais comme, oui, on vient de la plus grosse agence du monde, où est-ce que c'est l'armée là-bas, t'es drillé. Et ce qu'on avait remarqué avec Alex, c'est que les filles au bureau de Montréal, elles travaillaient fort, mais pas efficacement. Elles étaient sur leur petit laptop, pas de souris. Nous, on arrivait avec un écran, 2 écrans, notre laptop, la souris. Si on avait besoin, on avait un papier ou une tablette avec notre to-do list, etc. On écrivait. Puis là, j'avais dit à une des filles, je dis, pourquoi tu travailles sur ton petit laptop, là, comme ça, taper. Donc là, il fallait qu'elle fasse, admettons, elle envoie un courriel pour présenter un candidat pour l'entreprise Purolator. Ben là, elle allait sur la page du CV, elle regardait, là, elle retournait sur sa page, puis elle tapait un peu. Mais là, elle se souvenait plus du CV, donc elle retournait sur le CV, puis là, elle retournait. Là, j'étais comme... Avec un écran, c'est tellement, je veux dire, quand tu sors du un écran, là, tu as 2e écran, même un 3e, là, on est... ailleurs, mais oui, je comprends. C'est une petite anecdote, mais c'est une anecdote qui montre que les gens n'optimisent pas leur temps et l'efficacité, puis tu perds un temps incroyable. Clairement, que tu sois un employé ou un entrepreneur, je veux dire, d'optimiser ton temps puis d'être plus efficace,
c'est juste avantageux pour tes tâches. Là. J'écoute les podcasts en x1.5 ou x2. Ah ouais? Ouais, ça aussi, j'écoute en ça accéléré. devient-tu épuisant ou... Non, au contraire, tu t'habitues. Comme ça? Ok. Tu sais, le cerveau, c'est tellement puissant, pas le mien en particulier, mais le cerveau humain, on l'exploite. Je sais plus, t'as-tu la stat? C'est quoi 10% qu'on exploite notre cerveau? Ouais, mais je pense que ça a été debunk. Là. Ah ouais, c'est ok. dans un film. Là. Je pense qu'on utilise genre 5% de nos capacités mentales. Genre. Mais en réalité, pas c'est pas vrai. Mais je pense que c'est... En tout cas, il doit y avoir une partie de ça qui est vraie dans le sens que où on se limite à certaines capacités qu'on a. Là. Je pense. Puis après, on n'a pas Peut-être, toutes hein. les mêmes capacités cognitives non plus. Non. Mais ouais, j'écoute les trucs en accéléré. Ouais. Pour ça rend. Tu sais, je retiens, quand j'écoute, je retiens. Tu sais, j'ai fait l'expérience d'admettons, tu sais, je t'ai parlé du podcast, 2 fiscalistes, un podcast. Eux, je les écoute en accéléré, fois 1.5, des fois fois 2. Puis la matière, elle est retenue. Là. J'ai pas de... Donc, tu consommes beaucoup de contenu podcast. Est-ce que ça te permet de t'inspirer justement pour les podcasts, pour les sujets et tout ça, ou vraiment... Alors, avant, je ne voulais pas écouter de podcast à l'époque où j'étais avec Lib, parce que je voulais pas être teinté là-dedans. Ouais. Puis je me disais, les podcasts, c'est pas pour moi. Puis j'ai commencé, un de mes amis, Mehdi, m'a dit, tu devrais écouter le podcast qui s'appelle Sans Permission, qui est un Suisse, un Français, enfin 2 Français qui sont, eux, à Dubaï. Puis ils parlent, donc il y en a un qui avait un VC, là, un Venture Capital. Il y en a un autre qui fait toute la formation en ligne, puis qui a plusieurs business. Lui, il partage ses comptes, il est multimillionnaire, puis il partage ce qu'il fait. Puis un autre gars qui est un peu plus d'entrée, de niveau entrepreneur, mais qui est quand même bon. Puis j'ai écouté ça, puis j'ai appris plein de trucs parce qu'ils ont tout le temps des gros invités, là. Genre des très, 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 très gros invités, des gars qui pèsent des millions et voire des milliards, là, qui sont tous des grosses business. Donc ça m'a appris, justement, l'effet hédonique, etc. Je pense que je l'ai appris j'ai appris de là. Ouais. Donc j'écoute les podcasts là-dessus, j'aime bien. Puis quand tu faisais les podcasts avec Hubert, qu'est-ce que tu as appris sur toi, disons? Ce que j'ai appris sur moi, puis ce que les gens m'ont appris sur moi, c'est que j'aime vraiment écouter les autres parler. Genre, je posais pas des questions. Ouais, je m'intéressais vraiment à leur histoire. J'aimais ça, discuter avec eux. Puis j'ai vu aussi à quel point beaucoup de monde n'était pas à l'aise devant une caméra puis un micro. Là, que les gens, ils gèlent, puis qu'il y a des gens qu'on a dû couper, reprendre, ils n'arrivaient pas. Tu sais, les mots sortent plus. Tu sais, je veux dire, notre format en ce moment, c'est très naturel dans le sens des caméras. Moi, on les oublie. Là. Puis même mes premiers épisodes, mais il y a des gens vraiment qui sont très intimidés, peu importe, sont pas à l'aise, puis c'est correct, là. C'est de les mettre à l'aise, mais c'est sûr qu'à un moment donné, tu fais 15 cuts dans un épisode. Fait comment tu fais justement pour aborder ça avec eux? Comment tu fais pour les mettre à l'aise? T'as-tu des petits trucs? On essayait de leur dire, je suppose que tu fais la même chose, mais fais pas attention aux caméras. C'est une discussion entre toi et moi. Un café, un verre d'eau. Ouais, c'est ça, exactement. On discute. Là. Puis de leur montrer aussi, nous, on n'est pas là pour te piéger, là. On va pas te poser des questions. C'est pas le but, là. C'est pas le but. Nous, on veut apprendre. Puis on avait quand même une bonne audience. On faisait à l'époque à peu près 50 000 vues par mois. Avec la pub ou organique? Organique. Wow. On avait 50 000 vues sur Spotify, Apple Podcast et tout. YouTube, toujours moins. Mais on poussait pas non plus YouTube barbare. Ça nous servait plus à faire les clips. À partir de quand que le podcast avait explosé? Tu t'es dit un peu quel épisode ou... Il n'y a pas eu d'épisode, ça a été vraiment, tu vois la courbe, là, parce qu'on voit, on utilisait Transistor, puis on voyait vraiment là, ça monter. À chaque épisode, on en gagnait. Puis quand on en gagnait, ce qui était intéressant, c'est que les gens retournaient voir les premiers épisodes. Donc, c'est incroyable. Ça avait vraiment bien fonctionné. Là. J'adore. On parlait des podcasts, on va parler un petit peu de tes entreprises. Entreprise de piscine, réparation, entretien. Comment t'es tombé là-dedans? J'ai acheté une maison en 2022 qui a une piscine creusée. J'ai jamais eu de piscine dans ma vie. Mes parents avaient une piscine hors terre à l'époque, donc je me baignais dedans, mais d'ailleurs j'aime pas me baigner. Mais là j'ai une piscine. Et là quand on a acheté la maison, il y avait comme un vis caché qui n'est pas un vis, que la piscine elle fuyait. Et le gars nous l'a pas dit. Et là, j'ai cherché, puis j'ai des vidéos que ma blonde me filme de la cuisine où je suis debout devant la piscine, les bras croisés, puis je regarde, puis je réfléchis pendant genre 10-15 minutes pour dire « Mais qu'est-ce qui va pas ?» Et nous, où est-ce qu'on habite? On paye l'eau. Puis ma piscine, c'est l'une des plus grosses, c'est 100 000 litres la piscine. Okay. Donc quand elle fuit, faut que tu rajoutes de l'eau pendant plusieurs heures. Payez l'eau, il y a un compteur d'eau? Ouais, on a un compteur d'eau. Je savais pas, ok. Ouais. Il y a quelques villes comme ça au Québec. Intéressant. Donc on rajoute de l'eau. Et là tu rajoutes de l'eau très froide. Mais oui.
faut que tu réchauffes ton... Ah non, parce que nous, on a avec les chauffe-eau. Mais ouais. Donc à un moment donné, tu te dis, man, c'est en train de me Qu'est-ce qui se coûter passe? une beurrée. Mais ouais. Puis là, ils venaient, on avait une entreprise qui venait, puis ils trouvaient pas la fuite. Donc ils ont fait venir avec un sonar, là, où est-ce qu'ils essaient de détecter s'il y a une fuite dans la toile, les tuyaux, la pompe, rien. Puis c'est le propriétaire qu'à un moment donné, je me suis tanné, là, j'ai dit, OK, là, parce que là, ils changent des trucs sur la piscine. Donc la pompe, tiens, on va changer ça, c'est $600, on le change. OK, ça te coûte. Ouais, c'est pas ça finalement. J'étais comme... Ouais, mais tu l'as changé. Ouais, mais c'est pas ça. Donc là, ils ont tout essayé, ça marchait pas. Puis là, j'ai dit, OK, guys, venez. C'est ça. Puis tu pourrais prendre une autre compagnie, mais eux, la nouvelle compagnie qui vont venir, ils vont tout recommencer au début. Yeah. Donc ça va te recoûter le même prix que tout ce que eux ils ont fait. Donc là, c'est un peu comme quand tu as manqué ta sortie de train. Tu te dis, je descends-tu maintenant ou j'attends, tu sais, ou que le truc, j'ai manqué l'ascenseur, je prends-tu les escaliers ou j'attends le suivant. C'est quoi le mieux? Et là, tu te dis, OK. Finalement, le propriétaire de la compagnie est venu, puis il a trouvé avec un stéthoscope où est-ce qu'il était dans les oreilles comme les médecins, puis là, il écoutait par terre pour voir où est-ce qu'il y avait dans la fuites. piscine, là, pas d'eau, puis il exactement, en quatre pattes. Puis il a trouvé la fuite entre deux jonctions. Voyons donc. Puis je me disais, tous les gens à qui je parlais qui ont une piscine, parce que au gym ou tout quoi, j'arrêtais pas de dire, mais je suis tanné de ma piscine, des stories, je suis tanné de ma piscine. Tous ceux qui avaient une piscine me disaient, man, je suis tanné de ma piscine, si je pouvais, je la mettrais, genre, je la foutrais dans un trou. Pourquoi j'étais comme... Parce que le service est dégueulasse. Merdique. Et je m'en vais un dimanche chez ma sœur avec mon beau-frère. Et donc, je dis à mon beau-frère, je pense que je vais me partir une business de piscine. Et là, il dit, ah ouais, pourquoi? Puis là, je lui explique un petit peu. Puis là, je trouve qu'il y a de quoi à faire. Puis en plus, moi, j'aime ça, c'est saisonnier. Tu sais, quand tu as plein de business, je me dis, tu sais, je travaille quelques mois par année là-dessus. Tu gères, après, tu as des employés, etc. Ça peut être cool. Et le dimanche soir, je rentre à la maison. Puis là, j'ai un message Instagram d'un gars qui s'appelle Amadou qui me dit « Salut Simon, j'ai une petite business de piscine où est-ce que je fais des entretiens, ouvertures. Puis j'aimerais ça, trouver quelqu'un qui m'aide à prendre de l'expansion. » Mais il y a quelques semaines, j'avais publié une story pour dire si jamais vous avez des business, moi je suis toujours prêt à être un investisseur silencieux à 10, 15, 20% d'acheter des parts, puis d'aider à croître la business. Moi, c'est mon but, je suis un bâtisseur, c'est ce que j'ai compris il y a quelques temps. J'aime bâtir, puis une fois que ça roule, je m'en vais. Donc tu sais, je mets tout en place pour automatiser. Et moi, je me dis, c'est mon beau-frère qui me fait une joke avec un de ses amis, puis qui a dit, on va niaiser Simon. Donc là, je réponds au gars, je dis, c'est une joke, genre, parce que je venais d'en parler avec mon beau-frère. Donc là, c'est une joke. Il dit, non, désolé, j'ai peut-être du mal à comprendre ta story ou quoi. Je dis, non. Donc là, je lui envoie, j'écris à ma sœur et à mon beau-frère. Je dis, de quoi on a parlé aujourd'hui? Puis ils me disent, d'ouvrir un truc de piscine. Je screenshot. Je lui envoie à Amadou, je dis, voici ma discussion que j'ai eue aujourd'hui. Ouais. Donc on est allé déjeuner, je l'ai invité déjeuner, on a fait quelques rencontres et puis on a décidé de s'associer à 50-50. Ça a été un fit immédiatement? Ouais, lui Amadou c'est un brain, là, c'est lui en deuxième année de médecine. Il habite à... Médecine, Oui, il est en deuxième année de médecine. Wow. Et puis, lui, il avait des petites job-ins en attendant pour ses études. Okay. Puis, il s'est dit, moi, j'aime les piscines. Il sait comment ça marche parce qu'il y en avait une. Son voisin l'avait formé. Donc, il a continué à se former. Puis, il faisait des entretiens, des ouvertures. Mais il n'y avait pas le knowledge plus business. Donc, moi, je l'ai aidé. Puis, on a continué. On a commencé au mois de juin de l'année passée, 2024. Et puis, on a dit, OK, parfait, on a fait un peu d'entretien, réparation pendant l'été. Puis, on a dit, on ouvre la machine pour faire des fermetures. On avait fait, à date, 0 fermeture. Puis, on en a fait 93. Ce qui est beaucoup, parce que même les autres business, les grosses business en font, mais ils ont beaucoup d'équipes sur place. Donc, nous, on a réussi, on a mis une publicité, Facebook avec justement on parlait de Wavency puis Simon Yi qui m'a un peu montré je t'avais dit on a fait une petite consultation pour qu'il me juste optimise mes campagnes Facebook, puis on a gagné plein de clients, donc ça va super bien. On a fait 93 fermetures, un super bon mois. Lui il capotait parce qu'il était comme my god, genre je m'attendais jamais à ça, puis là on refait la même chose pour les ouvertures. On a 2 employés maintenant en contractuel, donc quelqu'un qui s'occupe de faire tous nos appels de vente. Un truc que j'ai délégué avec Amadou, parce que je dis Amadou, t'es en clinique, parce que là il fait ses stages de deuxième année. Donc là il est dans les anesthésies, les opérations et tout. Il m'explique d'ailleurs ce qu'il fait en salle d'op. Je dis t'auras pas le temps de faire des appels pour closer. C'est sûr que non. Donc délègue. Quelqu'un va faire tous nos appels, puis là on a un employé
qu'on va payer aussi au prorata des fermetures, qui va aller faire des ouvertures, que nous, on n'aura pas le temps de faire, des réparations. Ouais. Donc, nous, dans le fond, il y a de la pub qui roule. J'ai optimisé pour savoir combien coûte mon prospect. Ouais. J'ai quelqu'un qui le close, qui a une commission s'il close. Puis après, j'ai quelqu'un qui va aller faire les ouvertures de piscine. Donc, en faisant pas grand-chose, on est capable de rentrer de l'argent. Donc, toi, tu es rentré là puis tu es vraiment optimisé. Là. Ouais. Sachant, mettons, avec des connaissances de base sur le domaine, tu as trouvé la bonne personne, Amadou. Ouais. Mais c'est vraiment le fun d'avoir une belle structure comme ça puis de bâtir ces projets-là. Est-ce que tu dirais que tu es un... Je vais te donner 2 situations. Est-ce que tu es quelqu'un qui préfère lancer une entreprise puis dire ça, c'est mon bébé, je veux la rendre à un certain niveau puis ça va être mon projet de vie, ou au contraire, s'implanter dans d'autres projets, partir des business, les revendre par la suite? Je l'ai compris cette année, à 37 ans, que j'étais un bâtisseur. Et tu vois, même à l'époque, quand je jouais à des jeux sur téléphone, c'est pour passer le temps, c'est tous des jeux où tu dois bâtir ton petit village, ou des jeux où tu dois grossir ton truc. J'aime bâtir, mais une fois que je suis au niveau correct pour moi, je suis comme... Ouais, tu sais, le petit fignolage, je sais pas si on dit ça au Québec, fignolage, arranger la finition, j'ai ça. Je déteste ça. Ouais. Moi, je fais le rough. Puis là, avec Piscine Éclat, j'ai bâti le site web. On a parti justement les pages Google, les réseaux sociaux. On a tourné, une centaine de vidéos. On a eu des vidéos virales qui se sont refait reprendre sur d'autres sites. C'est comme petit gamin là, comme un blog là, sur Internet qui est quand même assez connu, qui nous a repris des vidéos. Grâce à ça, on a fait des centaines de milliers de vues sur TikTok. Incroyable. Je suis allé chercher des gens de mon réseau, un courtier immobilier, Jonathan Saint-Pierre, qui est très connu sur la rive sud de Montréal, qui a une équipe de 10-15 personnes courtiers. Il est venu faire une dizaine de vidéos avec nous. Donc là, on est allé chercher son reach. Lui, il vend des grosses maisons. Les gens qui ont des piscines, souvent, on vise aussi des clients qui ont de l'argent. Écoute, petit aparté, on a fait des maisons avec des piscines, justement dans le coin de Candiac et tout, des châteaux. Ouais. Mais des trucs de fou que tu vois juste dans les films. Là. Ouais. Impressionnant. Tu te sens pauvre. Pour vrai, là, je me considère comme riche, là, mais je suis comme, tu sais, 5 garages. Il y en a une justement à Candiac. 5 garages pour une maison? 5 garages avec, c'était Lambo, Ferrari, G-Wagon, tu sais, c'était ridicule. Un garage par voiture, ça fait sens. On avait la piscine, la fille ne l'avait jamais utilisée. Elle vivait dans sa maison énorme toute seule avec sa mère. Sa mère est comme handicapée, donc sa mère, elle est juste à un étage. Elle a des employés qui gèrent la maison. Puis nous, à chaque fois qu'on y allait, parce qu'elle prenait un nettoyage, un entretien hebdomadaire, il y avait toujours des gens qui venaient s'occuper. Elle avait des gens à temps plein qui s'occupent du terrain. Donc la tonte de gazon, les feuilles, le taillage d'arbustes, etc. Ouais. Puis quand on lui avait demandé « Vous faites quoi dans la vie ?» Elle avait dit « I do business ». J'ai dit « Ok ». Je sais pas c'est quoi, mais c'est la plus grosse maison que j'ai vue là, de mes yeux vus à Candiac. Énorme. J'ai jamais vu une maison avec 5 garages. Pour vrai, là, j'étais comme... Tu sais, j'avais filmé comme ça. C'est une piscine classique. Classique, c'est carré, piscine. Ah mon Dieu. Ouais. Tu regardes ça, puis t'es comme, dans mon petit 3,5 à Montréal, c'est comme, what? Ah non, là, c'est énorme. Puis elle était jamais là. C'est sa mère qui gardait la maison, elle était jamais là. C'est une maison pour faire beau. Je sais qu'elle a vu, c'est une Chinoise, donc elle a vu notre maison là-bas en Chine. Wow. Mais tu te dis, il y en a qui ont du cash. Beaucoup de cash. Mais je suis curieux, donc est-ce que tu dirais que ta stratégie marketing, justement, les vidéos qui sont virales, la collab que tu as faite avec le courtier immobilier et tout ça, t'ont permis justement d'aller chercher, de faire 93 ouvertures de piscine? Ou ça a été la pub. Dirais que c'est... Okay, ça a été la pub qui nous a ramené des prospects. Après, tu sais, on a calculé, un prospect me coûte 18. Quand je le close, c'est $200. Parfois, on peut mettre un petit peu plus de pub. Ça, c'était ce que j'avais parlé aussi avec l'agence marketing. Donc, ça avait quand même... ça marchait bien, notre calcul avait été bon. Puis là, sur 93 fermetures, beaucoup de monde... sur 93 fermetures, beaucoup de monde ouvre leur piscine eux-mêmes. Donc là, on en a 50 qui ont signé avec nous. Donc là, mon coût par prospect vient de diminuer, puisque là, j'en ai 50 que j'ai déjà payé ce prospect-là l'année passée, qui renouvelle. Puis là, c'est une autre ouverture à peu près $215. Donc, ça s'accumule. Puis après, on va les re-signer. Puis moi, mon but avec Amadou, parce qu'Amadou, il ne fera pas de l'ouverture de piscine, il va être médecin. C'est ça. Fait qu'est-ce que tu veux? Le but, c'est de vendre. Nous, c'est ça qu'on veut. On l'a parti pour dire de vendre. Ou moi, je vais la garder, investisseur silencieux à 10-15%. Puis c'est ça que j'aime faire, c'est structuré. Tu sais, on parlait tantôt de la to-do list. Le site web est fait, c'est un gros truc qui est coché, c'est pas juste j'ai rajouté un nouvel onglet. Non, le site web est fait, on peut prendre les rendez-vous. Là, il y a un pop-up que j'ai, puis je me forme aussi souvent avec YouTube, etc.
Là, il y a un pop-up pour que les gens rentrent leurs informations. Là, on a un prospect lead sur Facebook et les gens rentrent leurs informations. On les appelle. On a implanté le CRM. On est avec Zoho. Donc, c'est ça que j'aime faire. C'est tellement, ça me donne justement de l'énergie, de la motivation, ce que tu me dis, parce qu'en ce moment, il y a un gros transfert d'entreprise, puis qui commence à être fait, là, justement, avec les boomers qui quittent le marché, qui vont vendre les entreprises. Ces entreprises-là qui ont sûrement besoin, justement, d'être rénovées, de changer leur système. Fait que d'avoir une personne comme toi qui rentre dans l'entreprise, justement, qui dit, OK, là, on va faire justement un site web qui est efficace, booker des rendez-vous, automatiser les courriels, l'envoi des factures, les paiements, comme juste ça. Ça change une entreprise, le visage d'une entreprise. Juste comment nous, on consomme. Disons, moi, je cherche une compagnie de piscine pour l'entretien, réparation. Ben c'est sûr que je vais aller voir sur le web. Là. Il n'y a aucune chance que m'aller prendre dans mon bouquin téléphone. Non, m'aller voir les sites web. Est-ce que les réseaux sociaux, est-ce que vous créez du contenu? Ah là, c'est un win. Là. C'est comme ça veut dire que vous investissez là-dedans, vous êtes sérieux, il y a un intérêt. Puis on a l'image, un de mes bons amis, dans le fond, c'est Maxime Talbot, là, qui était dans la NHL. Et lui a parti sa nouvelle business qui s'appelle les boissons. Il y avait Mana et il y a BI, donc B-E-H-Y. C'est comme du Gatorade mais sans sucre. C'est sucré au sirop d'érable. Il est là-dedans avec Bruno Gervais puis Étienne Boulet. Ah ouais, cool. Et il m'avait dit, Max, il m'a dit, nous, ce que la compagnie marketing nous avait dit, c'est sûr qu'il n'y a pas les mêmes budgets que moi au niveau marketing, là, on s'entend. Mais c'est d'avoir une personne en avant. Si tu mets juste une image avec rien, ok, mais il dit qu'il faut que les gens te connaissent, surtout quand tu as une petite business. Donc, les vidéos, c'est Amadou et moi. Puis, on a fait des vidéos comiques. À un moment donné, je suis en train de mettre du chlore dans la piscine. Je ne sais plus trop ce que je fais, puis il ne faut pas faire ça. Il faut le mettre dans un petit boîtier. Là. Puis, je fais ça, puis la vidéo, il arrive. Puis, il dit, ah, Simon, qu'est-ce que tu fais? Puis, il me pousse, puis je tombe dans la piscine tout habillé. Okay. Mais cette vidéo, elle a fait un hit parce que les gens ont trouvé ça drôle. Ça commence, je pense qu'il me kick ou il me pousse, je sais plus trop. En tout cas, il me pousse, puis je tombe dans la piscine, tout habillé. Donc là, puis après, il dit, faut pas faire ça si vous voulez mettre le chlore. Donc, notre but et mon but avec mes réseaux sociaux, c'est de créer de la valeur. La page de l'Académie Connexion, elle monte pas. Jamais. La page de l'Académie Connexion, on est stagné à 2000 abonnés. C'est mon ancienne page quand j'avais des boutiques à l'époque. Pourquoi? Parce qu'on n'apporte aucune valeur. C'est des photos de nos groupes ou c'est des photos d'une personne en particulier qui, je ne sais pas pour quelle raison, veut être à l'avant-plan. Et c'est là le problème. Quand tu ne donnes pas de valeur, les gens, ils ne te suivent plus maintenant. Là. Du tout. Donc moi, mon but avec Piscine Éclat, Héritage ou autre, c'est de dire qu'est-ce que je peux... Les clients vont regarder ça. Ça va être drôle, il va être diverti parce que les réseaux sociaux, c'est du divertissement. Mais qu'est-ce qui a appris? Qu'est-ce qui en ressort? Donc, c'est un petit peu comme ça qu'on a bâti. Puis, à date, la stratégie fonctionne quand même fonctionne très bien. Tu sais, on vient d'ajouter 2 employés. Puis, on se fait approcher. Moi aussi, j'aimerais travailler pour vous. Est-ce que vous avez de la place? Donc, c'est un réel impact. Là. C'est ça, on a un bon impact. Puis, on voit que ça marche au niveau financier aussi. Là, on est rentable. En plus. Quasiment day one, on était rentable. C'est vraiment le fun. Fait que là, ça, c'est un de tes projets. Parlons du gym. Comment t'es tombé là-dedans? Puis en ce moment, ça ressemble à quoi? Alors, le gym, ça va faire 3 ans qu'on est ouvert au mois de mai. Donc, ça va plutôt bien. On était 5 partenaires, on est rendu 4. Parce qu'après, les télévisions, à un moment donné, se séparent aussi. Moi, je m'occupe vraiment du département pour les enfants, du jiu-jitsu enfant, que j'adore. C'est vraiment quelque chose qui me passionne. J'ai l'impression de changer la vie de ces petits êtres humains là-dedans. C'est cool, OK. Et puis, le groupe, il grossit bien. On fait de la compétition. Donc, j'aime vraiment ça. C'est un love business, comme on dit. Par contre, c'est un love souvent, les gens qui vont dire que c'est un love business, c'est des gens qui vont vouloir arrêter de grandir. Ils vont prendre l'excuse de dire « Ouais, mais c'est un travail de passion pour s'asseoir sur leur laurier et ne plus innover. » C'est ce que je vois souvent. C'est correct si c'est pas si rentable, mais comme j'aime tellement ça que je suis un peu... Donc, je fais le minimum. Je fais le minimum nécessaire. Exactement. C'est un love business, donc... c'est correct. Je vais attendre là. Mais ça peut être moi, Héritage, c'est un love business. J'adore parler de finance, j'adore parler d'argent. Puis je le fais croître. J'investis en pub plusieurs centaines. En fait, je pense que j'investis 2000 par mois en publicité, quelque chose comme ça. Ce qui n'est pas énorme, mais ça reste 2000 par mois qui est investi en publicité pour aller chercher du reach. Donc, c'est des discussions avec des partenaires. Quand on est 4, c'est pas facile parce qu'on a des points de vue différents. On n'a pas le même rapport avec un investissement en publicité de $100. C'est pour certaines personnes, tu leur dis on a mis $200 en pub, c'est comme my God, c'est cher $200 parce qu'ils le voient comme une dépense. Ils voient pas la. Alors que moi, $200, puis je gagne
Mettons, un élève qui paye, pour moi, un enfant, au jiu-jitsu, il paye $80 par mois. Et il reste 3, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Puis surtout, j'ai une très bonne rétention. Écoute, il s'abonne, il achète un kimono, un short, un rash guard. Tu rentres dans ta pub. Ouais. Puis nous, on est à Saint-Amable, une petite ville, très familiale. Ce qui se passe, c'est que moi, quand il y a un enfant qui s'abonne, souvent j'ai le frère ou la sœur, souvent j'ai la mère qui va aller faire le crossfit, souvent j'ai le père qui dit tu sais quoi, je vais me mettre à la boxe, je vais me mettre en forme. Donc c'est pas le coefficient n'est pas de 1. Ouais. Ma publicité va pas chercher un client, ma publicité veut essayer d'aller chercher un x2, x3. Ouais, je pense que c'est un sujet que je parle souvent dans le podcast, mais tu sais, de voir le marketing, surtout en ce moment avec l'économie et tout ça, ça peut être difficile, là, mais de voir le marketing comme un investissement et non une dépense, que ce soit des publicités ou du contenu organique, c'est l'investissement à long terme. Tu bâtis ta réputation, tu bâtis ta brand. Si tu veux que ton entreprise persiste dans le temps, il faut que tu fasses ce que les autres ne font pas. Ouais. Donc, c'est jamais perdu. Tu crées jamais cet argent-là que tu mets dans tes pubs. C'est jamais perdu. C'est un investissement à long terme que tu mets pour ton entreprise. Ouais. Mais je peux comprendre, quand tu comprends pas c'est quoi, comment ça fonctionne, l'impact que ça peut avoir, je peux comprendre les limitations que tu parles. Mais tu sais, avec héritage, si je fais un parallèle là-dessus, exact. Ouais. Là, il y a Trump, la chute des marchés, la hausse des marchés. Ouais. Pourquoi les gens vendent? Parce qu'ils ne comprennent pas, parce qu'ils paniquent. Ils comprennent pas. Ils ont peur. OK, là, je perds de l'argent. OK, il faut sortir tout. Donc, ils regarde. Tu peux peut-être m'en parler de ça. Mais le marketing, c'est pareil. Quand tu comprends pas le coût par clic, le click-through rate, quand tu comprends pas le coût par prospect, exact. La première dépense que tu vas couper, c'est ça. Quand tu connais pas la comptabilité, puis que tu penses qu'un comptable, c'est un poste de dépense, alors que quand tu sais que quand tu as un bon comptable, man, il peut te faire des... Tu as un bon CPA dans ta business. Tu peux sauver beaucoup d'argent. Tu peux sauver beaucoup d'argent. Il peut vraiment te développer quelque chose. Ouais. Donc, il faut juste le comprendre. Je prends tout le temps le même exemple. C'est quelqu'un qui roule en voiture puis qui sait pas trop où est-ce qu'il s'en va, comme moi ce matin. Bon, à Montréal, j'arrive, je connais pas où est-ce que c'est, etc. Ouais. Je baisse le son, je regarde mon GPS. Ouais. J'ai failli rentrer dans une personne parce que... je plaisante, mais tu sais, je fais attention. Essaye pas d'avoir une conversation avec moi. Je suis en train de conduire pour chercher où est-ce que je vais. Voilà. Par contre, toi, qui viens ici très régulièrement, pour toi, tu pourrais parler à quelqu'un à côté de toi, d'avoir une conversation ultra profonde, parce que tu connais le chemin. Quand tu connais pas le chemin, tu dois être focus, puis tu as aussi une appréhension. Oh my God, il y a quelque chose qui se passe ici. Exactement. Et la bourse, c'est la même chose. Je suis sur plusieurs groupes d'investisseurs au Québec, puis il y a un des modérateurs en ce moment qui il capote. Là. C'est comme, oh my God, la crise arrive. Alors que je parle pas de 90%, je parle de 100% des exemples qu'il y a eu des crises, les marchés sont remontés. Tu as des études par-dessus études, des Fidelity Investment, des Vanguard, ils font plein d'études sur les chutes des marchés, c'est prouvé que les marchés remontent. Ouais. C'est comme ça. Ouais. Que les institutions, c'est pas toi et moi qu'on met 1000, 2000, 3000, 5000 par mois en bourse qui vont faire bouger l'aiguille. C'est des grosses institutions, c'est le monde entier. Et là, sont toutes en train de se dire, est-ce que c'est la fin? Est-ce que ça va remonter? Est-ce que ça va descendre? Que pensez-vous de la journée de demain? Hey guys, on peut pas contrôler. C'est incontrôlable. Mets ton argent à long terme. Moi, je parle d'investissement à long terme. Ouais. Tu mets ton argent à long terme, puis tu reviens dans 10 ans, 15 ans, 20 ans. Ouais. Là, je vois plein de monde qui vendent parce qu'ils paniquent. C'est la pire chose qu'ils peuvent faire. Qu'est-ce qui arrive quand ils vendent leurs actions? Tu parles justement de ton... Ouais. Puis après, ils disent, là, je vais racheter ces actions-là. Souvent, ils se découragent, les gens. C'est eux qui, après, ils te disent, la bourse, c'est de la merde. La bourse, moi, ça n'a pas fonctionné pour moi, donc c'est de la merde pour tout le monde. C'est eux que tu vas aller au party de Noël puis qui vont te dire, la bourse, non, mon oncle a tout perdu. Il y en a un avec qui m'obstinait, qui dit j'ai commencé 6 mois avant la Covid, j'ai tout perdu, puis là je suis encore en négatif. Je suis comme, t'as commencé 6 mois avant la Covid, il y a eu le gros creux, on est revenu, on est à 80, depuis le 6 mois avant la Covid, maintenant on est à 93%. Comment t'as fait pour perdre parce qu'ils vendent au mauvais moment, parce que on appelle ça timer le marché. Donc il y en a beaucoup, ils parlent d'intuition. Moi j'ai l'intuition. Non, il n'y a pas d'intuition. Il y a trop de joueurs, il y a trop de robots. T'achètes. Si t'as bâti ton portefeuille là, 3 ans par exemple, puis t'as acheté tel pourcent d'actions, tel pourcent de fonds, tel pourcent d'obligations, puis que là il y a Trump qui arrive au pouvoir puis qui fait des tarifs, ton portefeuille ne devrait pas changer. Si tu te mets à changer ton portefeuille à chaque crise, tu vas perdre de l'argent.
Puis je te dis, c'est prouvé. Il y a Fidelity Investment, c'est la plus grosse étude jamais réalisée. Il parle de la crise de 2008. Donc, c'est pas 1950, c'est 2008. Que les gens qui sont restés investis ont 2,8 fois plus d'argent que ceux qui ont arrêté d'investir de 2008 à 2010. 10 ans après, ils ont plus du double en argent que les autres. Il y a Vanguard qui a fait une autre étude qui parle justement que ceux qui ont modifié leur portefeuille, donc pas arrêté d'investir, mais modifié leur portefeuille pour dire « Ah, je vais acheter un peu plus de banques, je vais acheter un peu plus d'immobilier », font, je pense, ils ont 3% en moins de rendement que les autres. Parce qu'ils ont décidé de diversifier et non de garder avec leur stratégie initiale. Exactement. C'est surprenant, ça. Et là, les gens, ce qu'ils disent souvent, c'est « Attends, tu es en train de me dire que j'investis en bourse. Chaque mois, je mets mon argent dans les mêmes fonds. J'ai 3-4 fonds. J'achète ça. Puis ça marche. Tu es en train de me dire que si je touche à rien, c'est ça qui marche. Le plus simple. Oui. Mais en fait, c'est pas simple. C'est très compliqué de voir ton portefeuille chuter de... Tu sais, il y en a, ils perdent 500, ils capotent. Et moi, j'avais 30 000, puis j'étais c'est ça, c'est pour ça que je disais comme... Mais ça dépend le monde. Il y en a, pour eux, $100 de perte, ils en dorment pas la nuit. Donc, c'est pas facile de ne pas toucher. En fait, c'est l'inverse, c'est contre-intuitif parce que tu te dis, ben non, faut que je touche. Je veux dire, s'il y a un problème, c'est là qu'il faut que je touche. Je veux dire, il y a une fuite d'eau dans ma maison, c'est pas vrai. Je vais dire, ah non, c'est correct, ça va s'arrêter. Non, faut que je fasse de quoi. Ben, on a cette même incitation à la peur de dire, il se passe quelque chose, faut que je prenne les devants, faut que j'agisse. Mais non, touche à rien, reviens dans plusieurs années, puis tu vas voir, tu vas être gagnant. Ouais, c'est de l'éducation parce que si regarde justement, si on prend le S&P 500, ben, il a toujours été en augmentation. Oui, il y a eu des creux et tout ça, mais overall, ça a toujours été je pense, un fonds d'investissement qui... Toujours. Qui il n'y a pas juste 8, on parle souvent du S&P 500, mais il y en a plein, tu sais. Exact. Et les gens, ils citent souvent Warren Buffett qui dit be fearful when people are greedy, puis be greedy when people are fearful. Warren Buffett a dit aussi la bourse, c'est le seul magasin où les gens fuient quand les choses sont en rabais. Puis là, les gens, c'est beau, hein, là, ils sortent tout le temps les quotes là. De Warren Buffett. Puis quand ça arrive, c'est les premiers à dire ah oui, mais puis, je sais plus c'est quoi son nom. Je l'ai mis dans une de mes stories. C'est un investisseur aussi philanthrope qui disait la pire phrase que tu pourrais dire, les quatre pires mots que tu pourrais dire, c'est oui, mais cette fois-ci c'est différent. Cette fois c'est différent. Non, c'est pas différent. Puis moi je ramène les gens à la Covid. Tu as vécu la Covid comme moi. Ben ouais. Là, la Covid, on aurait pu dire là c'est différent. Là c'est différent. T'avais-tu déjà vécu une pandémie, toi? Non. Bon, moi non plus. T'avais-tu déjà vécu de mettre un masque sur ta tête? Non. Est-ce que t'avais déjà vu l'économie fermée? Là, ça aurait pu être 100%. Là, on aurait dit, là, c'est la fin du monde. J'aurais dit, ouais, ok, peut-être pendant plusieurs années, on va manger nos bas. Puis moi, c'est là que je me suis dit, écoute, j'ai dit à ma blonde, let's go. On le fait, on investit, là. On le fait. Puis on a investi, Vous avez réinvesti pendant ce temps-là? 4-5 000 par mois, c'était dit pendant des années. Puis c'est là que ça nous a fait aussi popper au niveau de notre valeur nette. Je suis très content de l'avoir fait. Puis je fais la même chose là. Moi, quand ça chute, je suis comme, ok, où est-ce qu'on peut couper pour continuer? J'ai vendu ma BM parce que mes paiements étaient très chers. Je me suis acheté une plus petite auto, une Mazda. Puis j'ai dit, la différence la différence qu'on va mettre, on la met en bourse, on investit. C'est pour nous, pour notre avenir. Donc, ben, tu veux-tu m'en parler? Quand même, est-ce que ça a été un ego shock un peu de vendre ta BM, de revenir à une Mazda ou ça... Du tout, j'en ai rien à faire. Je pense que c'est à mon frère que j'ai dit ça. On est parti. Je me suis acheté un CX9 signature, donc c'est le plus haut niveau. Il y a des beaux à l'intérieur, c'est le plus haut niveau des CX9. Il y a 7 places. Les bancs de bébé rentraient pas. J'ai un bébé de 6 mois, ça rentrait pas dans la BM. C'est juste pratique aussi, là, Puis je l'avais mis c'était une M dans le fond, série M. Donc mode sport, ça pétarade et tout. Puis je l'ai depuis 2022, mai 2022. Puis ça faisait je la mettais même plus en mode sport. Parce que j'écoute mes podcasts, j'entendais pas mes podcasts. L'effet hédonique était là. Ma BM, quand je l'ai eue, c'était mon rêve. C'était vraiment comme waouh, mon rêve. Quand je suis allé l'acheter, elle était dans la salle de montre. C'était la première quand tu rentrais, une belle BM bleue. J'étais comme let's go. Puis ça a duré 1 mois, 2 mois. L'été que je l'ai eu, je l'ai lavé genre 18 fois. Le premier été. Le deuxième été, je pense que je l'ai lavé 3 fois. Puis le troisième été, donc le dernier, je l'ai lavé 1 fois parce que c'était rendu une soue à cochon. L'extérieur était pas l'intérieur était correct là, mais l'extérieur elle était sale et tout. Puis en fait, tu t'habitues à tout. Est-ce que tu dirais que il faudrait plutôt se contenter de ce qu'on a puis d'être en gratitude plutôt que de toujours vouloir upgrader notre de vie, avoir une plus grosse maison, un plus gros char?
Je sais pas matérialiste, un plus beau cellulaire. Il y a un adage qui dit l'espoir fait vivre. Ouais. Et c'est très vrai. Parce que si, admettons, toi, ton espoir, on reprend ton exemple de tantôt, c'est d'avoir des studios, Disons. tu vas toujours être en mode quand je vais avoir ça, je vais être encore plus, je suis content, ça s'en vient, je vais le faire, je suis en train de battre, tu bâtis, t'es content. Mais une fois que tu l'as, tu te dis, c'est ça. comme on dit, l'adaptation hédonique, c'est juste ça. Finalement, ça change pas ma vie, je suis pas plus heureux, je suis pas plus malheureux. C'est pas la raison de ton bonheur, en fond. Non, du tout. Donc, je pense que c'est des choses plus profondes que ça. Puis pour moi, c'est la famille. Clairement. Tu m'as dit que tu avais 2 filles. Ouais, 2 petites filles. 2 petites filles. C'est le fun. On va faire un petit lien avec tes filles puis les régimes justement d'investissement. Tu m'as parlé du REA. Ouais. Quels autres outils qu'on peut utiliser que les gens sont peut-être méconnaissants de ça? Écoute, la meilleure chose, le plus gros mythe, c'est le CELI, qui Qu'est-ce est que c'est le plus libre gros d'impôt, le compte d'épargne libre d'impôt pour investir. Les gens vont toujours dire le gouvernement va venir te chercher. Non. Non, à date, le CELI, c'est compte d'épargne libre d'impôt. Je mets de l'argent dedans qui a déjà été imposé. Oui. Donc, admettons, je fais 100 000 par année, il me reste 70, je mets 5 000 qui a déjà été imposé. Mais cet argent-là, quand tu le laisses long terme, tu as des rendements, tu as des dividendes, tu as de l'intérêt composé. Mais c'est sûr qu'un CELI, c'est pas fait pour s'acheter une nouvelle voiture. Un CELI, c'est pas fait pour sortir, pour aller en voyage. Un CELI, c'est long terme. Et c'est ça qui est mal expliqué. Les gens ils disent surtout que c'est comme ça que le CELI est promu, ouais, mais non. Utilisé pour votre véhicule ou utilisé-le pour partir en voyage. C'est vraiment... ou un fonds d'urgence. Tu coupes ta lancée, en fait. Là. OK. C'est comme, je sais pas si tu joues au golf. Ouais. Bon, moi, non. Mais mettons, je sais que quand tu shootes au golf, tu dois pas t'arrêter. Quand tu as tapé la balle, tu t'arrêtes pas là, tu continues ton swing, 100%. Le CELI, c'est la même chose. Si tu tapes, si tu arrives, puis que tu arrêtes là, puis qu'à chaque fois tu ressors, oublie ça. Tu n'auras jamais le temps, toujours. Puis en plus, tes rendements te génèrent d'autres rendements. Tu sais, faire 10% de $1,000 n'est pas le même de faire 10% de 2000 parce qu'à un moment donné, ça se rend. Ces premières années, j'ai 1000, deuxième année, j'ai 1010, et 1021 et 1030, peu importe. Donc à chaque fois, tu bâtis, tu fais du rendement et tu fais des dividendes sur ton montant qui a grossi. Et le gros mythe aussi avec l'investissement, c'est mais ça me prend que j'ai clairé toutes mes dettes. Ça me prend d'avoir 5000 à investir. Non, commence avec $20. Tu as $20 à investir, mets-le. T'as 50, mais 50. Ce mois-ci, t'en as pas. C'est pas grave. Mais ton 50, il devient 100. Ton 100, il devient 200. Puis, tu sais, moi, quand j'ouvre mon compte de bourse maintenant, que je partage souvent, je sens pas que j'ai mis autant d'argent dans ma tête. Mais c'est juste que, à un moment donné, ce 50, c'est la boule de neige. Tu pars ta boule de neige et elle grossit. C'est tout. Ouais. Mais j'adore ce que tu amènes, ce petit astérix-là de. C'est vraiment l'effet cumulatif overtime qui est avantageux. Là. Si tu le ressors après 2-3 mois. T'as pas le temps. Souvent, tu vas être à perte ou break-even un petit peu. C'est ça, c'est un objectif long terme. Puis quand tu parles de long terme, c'est quoi? C'est-tu 5 ans, 10 ans? Habituellement, on parle de 5, 8 ans et plus. Ouais. Exactement. Ouais. Parce qu'il y a le CELI, il y a le CELIAP aussi qui est nouveau. J'en ai ouvert un, ça c'est intéressant pour les premiers acheteurs. REER, les gens ils confondent CELI et REER. REER, ça c'est tu sors justement cet argent-là. Là, t'es imposé. Donc, le but du REER, c'est vraiment, tu sais, les gens, ils pensent que oui, mais je peux pas le sortir avant ma retraite. Oui, tu peux le sortir avant ta retraite. Tu veux, c'est ça, c'est juste que tu vas être imposé, ça va être rajouté sur ton revenu. Donc, le but, moi, ce que j'avais fait pour mon REER, c'est que de 20 à 30, j'ai pas cotisé, de 20 à 30 ans. Puis, quand je suis devenu directeur chez Manpower, puis que là, je commençais à avoir des gros salaires, là, j'ai dit, parce que tu peux mettre 18% de ton salaire annuel dans ton REER. Ou à hauteur. Avec ton employeur, tu peux faire ça? Toi. Ok. Exactement. Sur ton avis de cotisation, il va te marquer le montant total que tu peux mettre. C'est cumulatif. Donc, admettons, à chaque année, tu as accumulé 10 000 que tu peux mettre dans ton REER. Puis là, ton avis de cotisation te dit ton maximum cotisable au REER, c'est 60 000. Tu pourrais mettre 60 000 d'un coup. Donc là, ton revenu baisserait de 60 000. Donc, moi, c'est ce que j'ai fait en 2022. Nice. J'ai tellement fait une année de malade. Quand tout fonctionne, j'ai dû mettre 40 ou 50 000, peut-être, en tout cas, je ne sais plus combien, mais un 50 000 gross dans mes REER d'une shot pour baisser mon revenu parce que je tournais aux alentours de 200 à peu près, mais je vivais avec mes dépenses étaient très basses. Donc, j'ai mis beaucoup dans mes REER. Puis après, là, moi, mes REER, ils génèrent du rendement et du rendement et du rendement et du rendement. Et après, tu fais un plan de décaissement. Quand je veux le sortir, je pourrais sortir 5 000. Mettons, moi, maintenant, j'ai plus de salaire, je suis payé à dividende. Je pourrais dire, je vais me sortir un peu de REER. Je pourrais le faire. C'est pas dans mon but parce que je veux le garder pour longtemps. Mais quand tu arrives après à la retraite ou pré-retraite, c'est là que tu dis, on va faire un plan de décaissement.
Mes CELI sont pleins, mes REER sont pleins, j'ai mes RRQ, mes rentes du gouvernement. Bon, bah, je vais faire un mix des trois. Ben voilà. Donc là, je me sors pas à 100 000 de mes REER. Mettons, si on se dit que je tombe en retraite en 2025, je vais me sortir, je sais que je vais avoir 15 000 du gouvernement. J'ai besoin de, je dis n'importe quoi, 50 000 pour vivre, ok? Parce que tout est payé. Ma maison est payée, mes voitures sont payées, j'ai plus de grosses dépenses. Mettons tes coûts de vie, l'épicerie, tes C'est activités. Bon, 50 000. 50 000. Net, c'est ça? Exactement. Ouais. Bon, bah, je peux me sortir, j'ai 20 000 du gouvernement. Mettons. Bon, bah, il me reste 30 000 à trouver. Ouais. Bon, bah, je vais me sortir 15 000 de CELI, 15 000 de REER. Aux yeux du gouvernement, j'ai fait combien? Aux yeux du gouvernement, j'ai fait un salaire de 15 000 parce que j'ai sorti mes REER. Donc, je suis quasiment pas imposé. Puis, ce qui reste dans mes comptes continue à croître ou continue au moins, vu que tu es plus vieux, tu cherches pas une croissance, tu cherches plus une stabilisation de ton capital. Mais c'est juste de l'éducation. Puis, ce que je reproche beaucoup aux gens, c'est « Ah, c'est pas pour moi, c'est trop compliqué. » Non, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué du tout, il faut juste qu'on te l'explique. Ouais. C'est qu'on nous l'a pas expliqué. Non. Tu sais, on peut pas en vouloir à nos parents, ils le savaient pas. Nous, maintenant, on n'a pas les mêmes excuses, on le sait. Donc, c'est juste ça, c'est « Écoute, voici comment ça marche. » Ah, ok, c'est ça. Puis souvent, les gens, quand ils investissent, après, c'est juste ça. Ouais, c'est juste ça. Ok, mais faut avoir un portefeuille clair. Ouais. Faut, quand tu achètes une maison, tu fais une inspection avant. Tu fais pas une inspection après quand tu as habité dedans puis que tous tes meubles sont là. Tu l'as fait avant. Ben, la même chose, quand tu investis en bourse, tu fais ton portefeuille avant et après tu investis. Ce que les gens ils font, ils improvisent. Ouais. Puis là, il faut comme, tabarnouche, qu'est-ce qui se passe? Ok, bon, je vais tout vendre. Donc c'est ça, c'est parce qu'ils ont improvisé. C'est la pire chose que tu peux faire. C'est le manque d'éducation, puis comme tu dis, on peut pas mettre la faute sur nos parents. Bon, maintenant, c'est la situation, puis non plus, les gens vont dire, le système d'éducation, c'est pas assez. Oui, je pense que certaines bases qui peuvent être acquises, mais en même temps, ça vient de toi aussi. Il faut que tu t'informes, tu t'éduques. Puis je pense qu'il y a une phrase aussi que j'ai entendue, c'est t'as pas les moyens de ne pas t'éduquer sur tes propres finances. Comme t'as pas assez de lousse pour te permettre de ne pas utiliser ces outils-là qui sont là. Sont là pour toi, pour ta liberté financière, puis aussi pour ta famille, si tu veux bâtir une famille. Comme il y a un autre régime, le régime d'épargne études. Oui, le REE. REE, mais ça, c'est un autre régime. C'est le hack ultime, le REE. Mais explique-moi, c'est quoi essentiellement? En fait, tous les experts financiers, tout le monde s'entend que le REE, c'est le meilleur outil d'investissement. Okay. C'est sûr que c'est pas tout le monde qui a les moyens. Je comprends qu'il y a des gens qui sont plus serrés. Je le conçois, j'ai pas de problème avec ça. Mais est-ce que tu es capable de 50 $ par mois pour tes enfants pendant 15 ans? Au lieu d'avoir plein de jouets, moi, Olivia, ma fille qui a 7 ans, j'ai déjà raconté, mais la fois passée, on est chez le dentiste. Puis elle dit à la dentiste, en tout cas, moi je suis vraiment riche. Puis là, la dentiste est comme, ouais, ok. Puis elle dit, j'ai beaucoup d'argent dans mes RE. Parce que moi, je lui montre comme hier, avant-hier. Je lui dis, le RE, etc. Elle le sait. Hier, je lui dis, j'ai mis 1 000 $ dans ton RE. Ah, puis t'as mis aussi pour Rosalie, c'est ma petite de 6 mois. Je dis, j'ai mis 1 000 $ aussi. Hein, pourquoi on a la même chose? Je dis, parce que vous êtes les deux mes filles, tu sais. Donc, puis elle dit à la dentiste, mon RE, il est plein. Elle dit, papa, j'ai combien dans mon RE? Donc là, je sors mon téléphone, je dis, t'as 31 000. Tu sais, elle a 6 ans et demi, c'est énorme, là, c'est sûr. Là. Puis la dentiste est comme, ah, my God, ok, tes parents, ils ont bien compris l'investissement. Mais ils ont compris, exact. Ouais. Mais c'est ça, c'est de leur dire aux enfants, le gouvernement, donc toi, tu as un enfant, tu peux mettre au total 50 000 dans le RE de ton enfant. Je ne dis pas de mettre 50 000. Moi, ma fille, elle n'a pas 50 000. Le plafond, c'est 50 000. C'est 50 000 que tu peux déposer. Okay. Le best, pour être bien optimal, c'est 208 et 33 par mois. À 208 et 33 par mois, ça donne 2500 par année. Okay. Et le gouvernement, c'est là qui te donne le maximum. Parce que même si tu mets plus, le gouvernement ne te donnera pas plus. Okay. Donc, si je mets 2500 par année, le gouvernement me donne 750. Chaque année, le gouvernement te donne 750. Okay, le gouvernement te redonne 30%. 10% du provincial, 20% du fédéral. Okay. Mais imagine le tremplin que tu donnes à tes enfants. Si on fait juste 50 $ par mois, le gouvernement te donne 30% de ça. Puis ça fait des petits. Ça travaille pendant 10 ans, 15 ans. Puis là, tu peux pas le sortir. Donc là, tu n'as pas le choix. Tu as des menottes. Exact. Ouais. Mais imagine, écoute, à 17 ans, tu te réveilles puis tu as 5 000. Juste 5 000. Mais man, c'est 5 000 de plus que tu n'aurais pas eu. Là. Ouais. C'est quand même... Mais c'est fou. Donc, est-ce que tu as des fonds d'investissement dans ce compte-là ou c'est vraiment juste le gouvernement qui te donne un peu une ristourne ou genre? En fait, tout ce qui est CELI, REER, CELI App et peu importe, c'est des enveloppes fiscales. Okay, donc, chaque enveloppe, il va être écrit CELI, compte d'épargne libre d'impôt.
Ouais. La définition, ce que tu mets dedans Ouais. est libre d'impôt. Ouais. Ouais. Parfait. Le REER, il va être marqué ça, tout ce que tu mets dedans, Ouais. ça te sauve l'impôt immédiat. Donc, Mhm. ça fait baisser, mettons, tu Mhm. fais 100 000, je mets 20 000 dans mes REER, je vais Mhm. t'imposer, le gouvernement, cette année, va dire, t'as fait 80 000. Mais non, j'ai pris 20 000, je l'ai mis dans mes REER. Mhm. CELIAP, on le sait, c'est pour Même l'accès à chose. une propriété, c'est un combiné de CELI, REER. Yep. Et REE, c'est ce que tu mets dedans. Ouais. Ben, nous, on va te rajouter 30% de ta J'adore. mise, mais Yep. après, ce que tu mets dedans, tu mets ce que tu veux. Donc, dans ton enveloppe CELI, pour faire simple, tu pourrais mettre 1 000 $ en cash, puis le laisser là. Puis tu reviens dans 10 ans, tu auras 1 000 $ en cash. Oui, Il ne c'est- vaudra plus la même je comprends. chose, mais ce sera 1 000 C'est $. comme un autre compte chèque ou un compte d'épargne qui n'a même pas rien. Là. Il n'y aurait rien fait. Boum. Ouais. Par contre, si tu dis, OK, je vais acheter des actions de Apple, Exact. Amazon, etc., bah, tout ce que tu... Mettons, ton 1 000 $ est devenu 3 000, bah, tu sors 3 000, c'est libre d'impôt. C'est ça. Donc, ça dépend ce que tu mets dedans. Tu pourrais mettre des choses beaucoup plus risquées, comme tu pourrais Ok. mettre des choses beaucoup plus sécuritaires. Tu pourrais acheter du Ouais. XUS, qui est Ouais. le S&P 500, le fonds qui suit le S&P 500, Mhm. donc les 500 plus grosses compagnies américaines. Puis, that's it. Puis revenir Fait que, dans... En plus de ces rendements-là, le gouvernement te donne 30% donne sur 30%. ton. Puis comment ça fonctionne dans le fond? Fait que ton enfant grandit, puis à un certain âge, il a accès à ce Exactement. fonds-là. C'est post-secondaire. Puis c'est-tu de l'argent qui, mettons là, c'est précisément pour les études ou il y a une liberté d'utiliser cet argent-là Il pour... y a une certaine liberté, ils ont élargi énormément les lois. Ok. Donc, les critères, excuse-moi. Ben, non, c'est- ben, Donc, admettons, Ouais. toi, tu habites à Montréal, puis tu as un enfant, puis là, il se dit, ouais, mais moi, puis c'est un gars, ok, je prends Ouais, un gars. attends. Puis là, même si tu manqueras d'avoir une fille, c'est pas grave. Mais là, il te dit, ok, je veux aller à l'université à Sherbrooke. OK. Puis là, ça prend une voiture pour aller là-bas, ou tu Ah, dis, bah, ok, ça ouais. prendrait un appartement là-bas. Mhm. Bah, tu peux utiliser le REE pour payer l'appartement. Faut que ce soit lié avec ses études. Alors, Donc, écoute, c'est le hack ultime. Et si jamais il l'utilise pas pour les études, admettons, il fait pas d'études post-secondaires, ouais, ça se peut, ouais. ça se peut. Ben, ça marche aussi pour les DEP, les trucs comme ça. Hein. Ça marche pour. Mais il faut que toutes ça soit en sortes de lien avec un diplôme. choses. Exactement, avec les D'études. études. Ouais, exactement. Qu'est-ce qui arrive dans le cas que c'est... dans le cas Alors, chez le vous? gouvernement reprend ce que lui a mis dans le compte, le 30%. Ouais, OK. Et toi, tu gardes le reste. Tu gardes ta mise plus le rendement. Tu peux leur avoir... Tu le sors. Intéressant. Mais c'est fou ça comme... OK. Tu vois, je connaissais pas bon, comment c'était utilisé ou comment on peut l'optimiser, ce régime-là. Très nice. Écoute, mon cher, on arrive déjà à la fin de l'entrevue. On a passé par plusieurs sujets. Ouais. Je vais te poser 2 dernières questions. 37 ans, ta vision de succès? Pouvoir dire non, Ouais. puis la famille. That's it. C'est pas mal ça. C'est Efficace. que tu sais, j'avais lu ça, c'était le succès, c'est quand tu vieillis, Mhm. puis que tes enfants viennent te voir par choix et non par obligation. Wow. C'est beau ça. Voilà. Moi, une fois, ma fille m'a dit, ah, papa, t'es tout le temps sur ton téléphone. Puis j'étais comme, oh tabarnak, Oh! je veux plus l'entendre ça. Ah, Donc, j'ai mis du tape sur ça la peut être bouche. choquant. Hein? Ah ouais. Il y a des parents qui vont dire, hey, c'est pas là, je travaille, là, je suis occupé. Ouais. Mais c'est vrai, tu sais, moi, ce que je fais, je joue pas sur mon téléphone, je travaille, mais il Mais faut ça faire reste attention que- à ça. Right. Ouais. Très fort, merci pour ta réponse. C'est vraiment, c'est chaleureux. Puis la dernière question, on fait lien avec ça aussi, c'est tu sais, comme si aujourd'hui tu étais le host du podcast On Jase Business, puis tu avais l'opportunité de t'interviewer d'une version de toi-même de 18 ans, qu'est-ce que tu te dirais? La question que je me poserais, Ouais, ou quel conseil que tu te donnerais, disons? entoure-toi bien. Toi bien. Entoure-toi bien, d'ailleurs, entoure-toi des meilleures personnes qui veulent ton bien. Puis, écoute-toi. Ouais. Tu sais, des fois, on a tendance à écouter tous les bruits autour, mais écoute... Mon oncle, ma tante. écoute, hein, ouais, c'est exact, ça. ouais, Écoute-toi, fais tes devoirs, renseigne-toi Mm. et essaye de... Écoute-toi, puis écoute aussi les points de vue extérieurs. Tu sais, Ouais. n'écoute pas juste un seul canal. Mm. Essaye d'écouter des gens qui vont penser l'extrême de toi, Mhm. même si c'est pas forcément bon. Ou, tu sais, essaye... La vie n'est pas blanche ou noire. Non. Il y a beaucoup de gris, il y a beaucoup de nuances. C'est vrai. Donc, Ouais. c'est ça que je me dirais. C'est tellement un bon conseil, tu sais, s'entourer des bonnes personnes. Mais des fois, quand on est jeune, on ne sait pas c'est quoi une bonne Ouais, personne. ouais. Mais t'es aussi mieux d'essayer. Tu sais, fais des erreurs, parle des amis, rencontre de nouvelles personnes. ouais. Est-ce que C'est cette vraiment personne-là, je voulais écrire un livre, puis c'était. Est-ce que pour les plus jeunes, mais Ouais. vu que je coach aux plus jeunes, tu sais, Ouais. j'ai ça à cœur aussi. Est-ce que cette personne-là veut vraiment ton bien? Cette personne qui Oh. veut te forcer, qui est là en train de te bah, allez, t'es pas game de prendre telle drogue, t'es pas Ouais. game de faire tel coup. Est-ce que cette personne-là veut réellement ton bien? Je penserais pas. Je pense que la réponse elle est assez claire, elle est hein? assez claire, exactement. Ah, ouais, Donc, ouais. c'est un peu ça que je veux dire à ma fille aussi plus tard. Tu sais. Mhm. Tu sais, Sens-toi pas obligé de faire Ouais. des choses. ouais.
Ouais. Puis ça vient aussi quand on est jeune, bon, l'estime de soi, confiance en soi. Puis après, en vieillissant, on bâtit ça, mais c'est des bons conseils. Là. Je pense que j'aime ça pour cette question-là parce que les gens, bon, il y a une certaine audience qui est assez jeune qui écoute le podcast, donc ça peut peut-être les inspirer, bon, les aligner vers ça. Fait que Simon, ça a été un vrai plaisir de discuter avec toi. Moi de même. Le premier thing était incroyable, fait que je me suis dit l'épisode va être encore mieux. Génial. Ce que je propose à mes invités, c'est justement de faire une deuxième partie dans 6 mois, savoir les nouveautés, qu'est-ce qui se passe justement avec tes entreprises, si t'en as une autre, who knows. Fait que, si jamais il y a des gens voilà. qui ont une entreprise puis qu'ils aimeraient un investisseur, ils peuvent me contacter. Ben exactement, ben oui, 100%. Donc contactez. Ça va me faire plaisir Simon. de les aider. 100%. Tout type d'entreprise ou t'es vraiment, y a-tu un... Ben, ça dépend quoi. Là, on m'a déjà approché souvent pour des gros trucs immobiliers ou mettre de l'argent. Puis je suis moi là-dedans. Je veux être dans le. Moi, mettre les mains dans la poutine, là, mettre des mains dans l'huile, Okay, ça me dérange pas. Là, j'aime ça. Je vais fermer des piscines, je vais ouvrir des piscines. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est très bon à savoir. Fait que contactez Simon. C'est où justement on peut te contacter sur les réseaux Instagram, à ton nom? Surtout, Instagram, Simon Boukoras, Instagram. C'est accessible. Bon, mais merci mon cher. On se revoit dans 6 mois. C'est parfait, je serai là. Thanks. Hey, salut, ça fait déjà la deuxième fois qu'on se voit dans cette même vidéo-là. Donc, merci de ton attention, puis merci de ta discipline, parce que c'est un mince pourcentage des gens qui sont capables d'écouter du début de l'épisode jusqu'à la fin. Donc, merci beaucoup de ta discipline. Ça démontre énormément de motivation de ta part et bien sûr d'un aspect important de l'entrepreneuriat que oui, la motivation c'est important, mais la discipline c'est encore plus important. Donc, merci de ton attention. La meilleure manière que tu peux me repayer pour ce podcast-là, vu qu'il est accessible à tous et gratuit, il va rester gratuit. Ça, c'est important. Notez-le à quelque part. Je tiens qu'il reste gratuit, accessible à tout le monde. En fait, c'est tout simplement de repartager le podcast dans des Instagram Stories, d'en parler avec tes amis, d'envoyer le lien à tes amis. Hey, Mathis, va donc écouter cet épisode-là. C'est super intéressant. Ça vaut de l'or. Puis, ça va me permettre d'aller faire croître le podcast à un niveau exponentiel. Donc, merci beaucoup pour ton aide et ton intérêt pour le podcast. Et bien sûr, on se revoit la semaine prochaine dès jeudi midi pour un nouvel épisode. Donc, bonne journée à toi. You don't always get to choose in this life, win and lose in this life. But I'ma prove in this life, we can move in this life.